Europe 1. Il est 8h15. Patrick Cohen, vous recevez ce matin le président de l'Assemblée nationale, député La République En Marche de Loire-Atlantique. Bonjour François de Rugy. Bonjour. La République doit-elle faire une place particulière au lieutenant-colonel Arnaud Beltrame? Savez-vous quel hommage lui sera rendu? Je crois qu'il y a une volonté partagée d'avoir un hommage national. Je ne connais pas ce que fera le gouvernement. Nous-mêmes, à l'Assemblée nationale, je proposerai mardi à l'ensemble des groupes qu'au début de la séance de questions au gouvernement, nous puissions lui rendre un hommage, même qu'aux autres victimes, bien sûr, du terrorisme. Mais lui, c'est aussi un acte héroïque qu'il a accompli et qui vient montrer que les militaires, les gendarmes, les policiers, eh bien, ils sont prêts, c'est concret quand on dit ils sont prêts à payer de leur vie, y compris volontairement, pour sauver d'autres vies. Et vous le savez, dans notre pays, on est prompt à critiquer les policiers, les gendarmes, à parler des violences policières ou que sais-je encore. Là, je crois que ça ramène aussi à l'essentiel. Il y a tout de même des questions qui se posent ce matin sur l'action des services de l'État. D'après ce que l'on sait ce matin du terroriste de Trèbes, sous surveillance depuis 2014, y a-t-il eu défaillance de l'État et des services de renseignement, François de Rugy? Il y aura une enquête et nous verrons bien. Et comme à chaque fois qu'il y a un acte de ce type, on préférerait, le souhait des Français, c'est qu'ils ne se produisent pas, qu'ils soient déjoués. D'ailleurs, c'est possible de déjouer tous les actes. Des dizaines de tentatives d'attentats sont déjouées. Depuis 2015, on a heureusement déjoué beaucoup de tentatives. Mais le risque zéro n'existe pas. Notre rôle de responsable politique, tant au gouvernement qu'au Parlement, c'est de réduire toujours et encore ce risque, de prendre toutes les mesures qui permettront de réduire ce risque. Moi, je crois que la question de la surveillance, qui doit être toujours améliorée, du renseignement, mais le renseignement et la surveillance. On ne peut pas faire du renseignement si on ne fait pas de surveillance. Or, vous vous souvenez que quand il y a eu des débats à l'Assemblée nationale sur la loi renseignement, il y a 3 ans, ou encore la loi antiterroriste au mois de novembre dernier, eh bien, il y a un certain nombre de voix qui s'élèvent pour dire non, c'est de la surveillance généralisée, non, ça va trop loin, non, c'est une atteinte aux libertés. Moi, je crois qu'en la matière, il faut se donner les moyens, et ce sera beaucoup plus efficace que les gens qui disent il faut enfermer tout le monde. Vous savez très bien que c'est impossible et que ça ne marcherait pas. Enfermer tout le monde, sûrement pas, mais Geoffroy Didier de LR, et il sera sans doute relayé tout à l'heure par Laurent Wauquiez, demande une loi d'exception. Une loi d'exception pour que les individus les plus dangereux soient mis hors d'état de nuire. Qu'en pensez-vous ? Ce qui est sûr, c'est qu'il faut prendre des mesures, encore une fois, sur le renseignement et l'assurance. Nous en avons pris d'ailleurs depuis 3 ans, il y a plutôt une continuité. Et moi, je souhaite d'ailleurs qu'il y ait une forme d'unité nationale. À chaque fois qu'il y a eu des attentats et qu'il y a eu l'unité nationale, on en est sorti renforcé. En revanche, si on veut polémiquer, on n'avancera pas si on veut être uniquement dans la surenchère. C'est pas de polémiquer, c'est Soyons de savoir est-ce qu'on peut prendre des mesures contraignantes contre des individus qui n'ont commis aucun délit, mais qu'on suspecte de fréquentation ou d'opinion extrémiste ou radicale. Le fait de les surveiller, le fait de leur demander même parfois de rendre des comptes, c'est quelque chose qui est en effet contraignant et qui est nécessaire. Après, si on dit il y a 20 000 fichiers S et on va les mettre en centre de rétention. D'ailleurs, on ne dit pas en prison, mais il faudrait que ça s'apparente à des prisons, sinon c'est pas sérieux. Alors sur les 20 000, combien? Là, plus personne n'est capable de dire. On dit il y a 10 000 fichiers S radicalisés pour radicalisation islamiste, djihadiste. On va tous les enfermer. Et au bout d'un moment, on les aura gardés 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans peut-être. Et ils auront une bonne conduite dans leurs établissements de rétention. On dira, on les libère. Vous voyez bien que ça n'est pas ça, la bonne façon de procéder. Donc c'est pas sérieux ? Je crois que c'est malheureusement plutôt de la surenchère. Vous savez, les États-Unis ont eu à une époque Guantanamo et ont bien vu que ça ne marchait pas. Ça n'empêche pas, d'une part, les attentats, bien sûr, mais que par ailleurs, on se retrouve avec des personnes dont au bout d'un moment, on ne sait plus quoi faire. On les garde, on les libère. Parce qu'il faut, encore une fois, plutôt être dans la surveillance, le renseignement, et là on s'en donne les moyens. On va avoir 1800 personnes recrutées spécifiquement pour le renseignement dans les 5 ans qui viennent. En matière de police et de gendarmerie, 2000 recrutements cette année, et ce sera le même rythme pendant 5 ans pour avoir 10 000 fonctionnaires de police et de gendarmerie supplémentaires. En matière de défense nationale, l'armée qui est aussi mobilisée, 10 000 militaires qui sont sur le terrain dans le cadre de l'opération Sentinelle. Je vous rappelle qu'il y a quelques mois, il y avait des responsables politiques qui demandaient l'arrêt de l'opération Sentinelle. Heureusement qu'on a tenu bon, et parce qu'il faut agir dans la durée. C'est un combat de longue haleine. Il y a les mesures antiterroristes, François de Rugy, et puis il y a le discours, la réponse politique à l'islamisme radical. Comment on s'attaque aux racines du mal? Il vous manque pas le discours d'Emmanuel Macron sur ce sujet depuis qu'il est en fonction?
Je crois qu'il faut en effet être lucide, regarder la société française, et l'Europe, le monde en face. Dans notre société, d'abord, on peut noter que les Français ont réagi avec beaucoup de mesures, jamais d'esprit de vengeance et de revanche, et c'est tant mieux. Mais qu'il y a aussi une menace. Et cette menace, elle existe y compris dans notre pays. Elle se cristallise pour un certain nombre de personnes autour de ce qu'on appelle l'islamisme radical, le djihadisme, qui n'a rien à voir bien sûr avec la pratique religieuse musulmane, et il faut le combattre. Mais oui, il faut le combattre à différents points de vue. Moi je pense qu'en effet il faut tenir un langage clair sur la question de la séparation entre le religieux et le politique d'une manière générale, et c'est vrai que pour l'islam c'est un défi. Pas le président là-dessus, François de Rugy? Écoutez, je ne suis pas le porte-parole du président de la République. Non, mais on a l'impression qu'il évite l'obstacle depuis son entrée à l'Élysée. Je crois qu'il aura l'occasion de s'exprimer. Moi, je le ferai sur la laïcité, la question, moi, ce que j'appelle la transition laïque. Je crois que l'islam doit entamer sa transition laïque. Vous l'avez fait il y a quelques jours encore pour l'anniversaire de la loi de 1905, pour le début des débats au Parlement. Oui. Et le président de la République, non. Mais chacun fait ce qu'il croit bon de faire. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que ne nous focalisons pas, non plus, ne déplaçons pas le problème du terrorisme vers l'islam en général. Qu'il y ait des défis dans notre société et dans le monde d'ailleurs autour de l'islam, c'est une évidence. Non, mais il y a un problème de l'islam politique posé en France, non ? Il y a surtout, vous le savez, un problème d'un certain nombre d'individus qui sont dans des dérives de radicalisation et de passage à l'acte. On le sait depuis le début, le principal risque aujourd'hui, plutôt que des attentats très organisés, très structurés comme contre Charlie Hebdo ou contre le Bataclan, c'est des attentats où des gens passent à l'acte de façon individuelle et isolée. C'était le cas à Trèbes dans l'Aude. Manuel Valls, par exemple, propose un acte symbolique. Acte fort, dit-il, acte politique, l'interdiction du salafisme. Est-ce que c'est une bonne idée, François de Rugy ? Là aussi, que l'on surveille un certain nombre de prêches, compris, d'imams qui ont des prêches radicaux et qu'il faut, le cas échéant, ce sont des lieux de culte qu'il faut fermer. D'ailleurs, les gouvernements successifs en ont fermé. Il y en a encore eu 3 de fermés récemment. Qu'il y en ait d'autres à fermer, oui. Qu'il y ait des expulsions d'imams étrangers qui tiendraient ces prêches radicaux, oui, il faut le faire. Le salafisme en général. Comment va-t-on définir le salafisme en général et dire tous les gens qui pratiquent le salafisme en France, cela va être interdit? Je crois que là, on aura plus de mal à cerner, encore une fois, cernons bien les questions, soyons intraitables sur les dérives radicales et chaque fois qu'on le doit, prenons des mesures, notamment de fermeture de lieux de culte ou même, moi je peux vous dire, à Nantes ça a été fait discrètement, mais ça a été fait, des lieux de culte n'ont pas pu s'ouvrir. Parce qu'il avait été identifié que ça allait être des foyers justement de radicalisation. Pour un autre dossier, celui de la réforme des institutions, vous êtes au centre de ces changements, de cette réforme, François de Rugy. Hélène Jouan, la chef du service politique d'Europe 1, nous a rejoint. Hélène. Oui, François de Rugy, vous avez rendez-vous mercredi soir à l'Élysée avec Emmanuel Macron pour évoquer cette réforme des institutions. Vous y serez avec votre homologue du Sénat, Gérard Larcher. Alors lui, il semble tenir ferme sur ses lignes rouges, notamment une faible proportionnelle, notamment la limitation du cumul dans le temps, mais il a dit au président chiche pour le référendum en cas de blocage. Est-ce que vous dites chiche au référendum, quitte à ce que le Parlement du coup soit court-circuité? Nous le disons depuis le début qu'il y a 2 possibilités. La possibilité d'aboutir à une réforme constitutionnelle et des réformes législatives par la voie parlementaire. C'est la voie parlementaire que nous privilégions avec Emmanuel Macron et avec le gouvernement, avec la majorité. Et nous avons fait un certain nombre de propositions qui sont des propositions fortes de modernisation de la vie politique, de démocratisation, la réduction du nombre de députés et de sénateurs, la limitation du cumul dans le temps. Ce sont des choses qui sont voulues par les Français. Nous les avons présentées lors des dernières élections. Il y a eu un soutien des Français à ces mesures et qui ne se dément pas. S'il y avait des blocages, notamment sur ces points, au Parlement, on pourrait en effet envisager le référendum, bien évidemment. Ça, c'est quelque chose que nous disons depuis le début. Sur le fonctionnement du Parlement, la limitation, la restriction du droit d'amendement, François de Rugy, vous avez pris position contre. C'est un projet qui est mort-né. Le gouvernement a fait une trentaine de propositions. Parmi ces propositions, il y a celle-là sur le contingentement du nombre d'amendements. On rentre dans la technique parlementaire et moi je sais que d'expérience que ce n'est pas la bonne façon de faire et que ce ne serait pas respectueux du droit des députés à amender des textes. Et donc j'ai dit depuis le début que je ne partageais pas cette position, que je m'y opposais d'ailleurs. Et je crois que le gouvernement et le président l'ont compris ou en tout cas évolueront sur ce point. Je le souhaite ardemment car ça ne sert à rien de se focaliser sur des choses qui n'aboutiront pas alors qu'il y a
a vraiment une transformation de nos institutions. L'efficacité du Parlement. Moi, c'est vraiment mon obsession, rendre le Parlement plus efficace pour qu'aux yeux des Français, eh bien, il y ait une nouvelle confiance, en tout cas moins de défiance vis-à-vis de la politique. Un dernier point, François de Rugy. Après la mise en examen de Nicolas Sarkozy, plusieurs voix se sont élevées pour réclamer une commission d'enquête sur les relations entre la France et la Libye et sur les conditions de l'engagement militaire français en 2011 contre le régime Kadhafi. Y êtes-vous favorable ? Alors, j'entends en effet des médias, notamment Mediapart, qui mènent une campagne sur ce point, et on est sommé de dire dans l'heure qui suit si on est pour ou si on est contre. Non, je vous pose la question. Ce ne sont pas les journalistes qui décident des créations de commissions d'enquête parlementaires, ni qui en prennent l'initiative, ce sont les députés. Et pour l'instant, je n'ai pas vu de députés, et toutes les tendances politiques sont représentées à l'Assemblée nationale, ayant déposé une demande de commission d'enquête parlementaire sur ce sujet. Ils peuvent le faire. Il y a même des groupes qui peuvent en créer de droit. Là, on est dans le formalisme. Moi, je vous demande si ça vous semble légitime. Sur le fond, vous savez très bien que c'est difficile de mener une enquête parlementaire, alors qu'il y a par ailleurs une enquête judiciaire sur une affaire qui touche un État étranger. Vous imaginez des députés aller enquêter ou convoquer à l'Assemblée nationale des responsables libyens. Donc il ne faut pas leurrer les gens. Il ne faut pas dire qu'on va trouver des choses plus intéressantes comme cela que par l'enquête judiciaire qui est déjà très poussée, et ce qui s'est passé la semaine dernière le montre. Merci François de Rugy, président de l'Assemblée nationale, d'être venu ce matin en direct au micro d'Europe 1. Europe 1.